Ma femme s'est moquée de moi toute la semaine avant mes 50 ans. Je suis parti en silence. À midi, Instagram la montrait dans un complexe hôtelier avec son mari de bureau. 2 heures plus tard, son patron a appelé, en panique. Je disparus après avoir découvert que le bébé de ma femme n'était pas de moi. Elle a forgé ma signature, volé tout ce que j'avais construit, et dit à ma fille que j'avais fait une dépression nerveuse. 5 ans plus tard, ma fille a trouvé un reçu dans ma vieille veste. Ce reçu a démêlé, en une seule matinée, 31 ans de mensonges. Je m'appelle Henry Grimm. J'ai 57 ans, et depuis 5 ans, je vis seul sur un petit lopin de terre, dans la région montagneuse de l'Est du Tennessee, à environ 40 minutes de la ville la plus proche, digne de ce nom. Je cultive suffisamment pour m'occuper. Je dirige, depuis ma grange, une modeste entreprise d'approvisionnement en céréales. Et je n'embête personne. C'est la vie que j'ai choisie, quand j'ai laissé le Kansas derrière moi. Quand j'ai tout laissé derrière moi. Ce que je n'ai pas choisi, c'est ce que Lorraine a fait, après mon départ. Elle a déposé des documents frauduleux, forgé ma signature sur l'acte de propriété, vidé mon compte retraite, et déposé un rapport de police, affirmant que j'étais mentalement instable. Elle a dressé un mur juridique, autour de tout ce pourquoi j'avais travaillé, et a appelé cela « protéger la famille ». Ensuite, elle a engagé un avocat, et a attendu 5 ans que je refasse surface. 5 ans. Et j'y étais presque arrivé. Je chargeais des sacs de céréales sur le plateau du camion, ce mardi matin-là, quand j'ai entendu des pneus sur un chemin de gravier. Un mauvais bruit pour cette heure-ci. Trop délibéré, trop fluide. Une voiture de ville. Je me suis redressé, et j'ai regardé une berline de location argentée, gravir doucement la colline en direction de ma propriété, comme si elle possédait la route, et tout ce qu'il y avait au-delà. Mon vieux border collie, Russ, a trotté jusqu'à la ligne de clôture, et a observé sans aboyer. Même lui sentait que quelque chose n'allait pas. 2 personnes sont descendues. Lorraine d'abord. Elle ressemblait exactement à mes souvenirs. Même posture, même coiffure soignée, même façon de se tenir, comme si elle attendait que quelqu'un la prenne en photo. Mais ses yeux étaient différents, plus durs, comme si quelque chose de chaleureux en eux, avait été remplacé par quelque chose de calculé. L'homme qui est descendu après elle portait un costume gris, et tenait un porte-documents plaqué contre son flanc, comme un outil, et non comme un accessoire. La quarantaine, raffiné, le genre d'avocat qui est payé pour faire paraître déraisonnable, des choses tout à fait raisonnables. J'ai posé lentement le sac de céréales, et j'ai marché vers la clôture. « Bonjour, Henry », a dit Lorraine. Aussi douce qu'un dessert de fête paroissiale, et 2 fois plus dangereuse. Nous devons parler de ce que tu nous dois. L'avocat n'a pas perdu de temps en mondanité. Il s'appelait Philippe Doe, et il avait cette façon de parler, fluide et citadine. Chaque mot était disposé, comme un meuble dans une salle d'exposition. Il m'a dit que sa cliente avait été plus que patiente. Que 5 ans d'absence constituaient, sur le plan légal, un abandon. Que la pension alimentaire seule, calculée à partir du mois de mon départ, s'élevait à 62 000 $. Qu'il y avait des réclamations supplémentaires, concernant des biens matrimoniaux que j'aurais, je cite, dissimulés, avant ma disparition. J'ai regardé Lorraine pendant qu'il parlait. Elle s'était assise sur la marche de mon porche sans demander, chevilles croisées, mains jointes sur ses genoux. L'odeur de son parfum flottait à travers la cour. Quelque chose de floral et de chair, qui n'avait pas sa place ici. L'enfant n'est pas de moi, ai-je dit, en gardant une voix posée. Tu le sais, Lorraine. Le test l'a prouvé, bien avant que je ne parte. Elle n'a pas bronché. Tu as été son père, de toutes les manières qui comptent. Henry, tu n'as pas le droit de fuir tes responsabilités, juste parce que les choses sont devenues compliquées. Doe s'est raclé la gorge, et a sorti un dossier de son porte-documents. Monsieur Grimm, Madame Grimm a signalé votre disparition la semaine de votre départ. Il y a des inquiétudes documentées, concernant votre état mental à l'époque. Compte tenu de ces circonstances, ces actions pour sécuriser les biens familiaux, étaient tout à fait légales. Quelles actions? Ai-je demandé. La propriété agricole du Kansas a été transférée, exclusivement à Madame Grimm, par un acte de renonciation. Votre compte retraite a été liquidé pour les besoins immédiats de la famille, le tout dûment notarié, et enregistré auprès du comté.
Je n'avais rien signé. Je le savais, tout comme je connaissais ma propre écriture. Mais je savais aussi qu'un homme, debout dans un champ du Tennessee, sans avocat et sans document, n'est qu'un homme avec une histoire, que personne n'est obligé de croire. Vous avez 48 heures pour répondre, a dit Doe, en posant sa carte sur le poteau de la clôture. Après cela, nous engagerons des poursuites judiciaires formelles, dans le domaine public, avec tout au dossier. Lorraine s'est levée, a lissé sa jupe, et m'a regardé avec quelque chose ressemblant presque à de la pitié, le genre de pitié bien répétée. Jenna a dit quelque chose le mois dernier, que je pensais que tu devrais entendre. Elle a dit, au moins, je sais à quoi un vrai homme n'est pas censé ressembler. Voilà ton héritage, Henry. Ils sont retournés vers la voiture de location. Les pneus ont crissé sur mon gravier. Le moteur s'est mis à ronronner, et ils sont redescendus la colline, comme une tempête qui se déplace vers le comté voisin. Je suis resté là, après leur départ, la main posée sur le poteau de la clôture, Russ assis calmement à mes bottes. De l'autre côté du champ, mon voisin Earl Tatum était visible sur son propre Porsche, une tasse de café à la main, 72 ans, vétéran du Vietnam, ayant vécu sur cette crête plus longtemps que je n'avais été en vie. Il n'a pas fait de signe de la main. Il n'a pas crié. Il est juste resté là, à observer, à être témoin. J'ai ramassé la carte de l'avocat sur le poteau, je l'ai retournée une fois, et je l'ai glissée dans la poche de ma chemise. 48 heures. J'avais beaucoup de terrain à couvrir, et peu de temps pour le faire. J'ai conduit 2 heures vers l'est, pour trouver un bureau d'aide juridique. Je ne voulais impliquer personne de la région. Pas encore. Le bureau se trouvait au 2e étage d'un centre commercial à Cookeville, coincé entre un préparateur de déclaration de revenus, et un salon de manucure. Des néons fluorescents, des dossiers empilés, une odeur de vieux café imprégnée dans la moquette. Le genre d'endroit où les gens finissent, quand ils n'ont pas les moyens de se payer autre chose. Nadine Fowler a levé les yeux de derrière son bureau, au moment où je suis entré. 38 ans. Des yeux perçants derrière des lunettes à monture métallique, les cheveux tirés en arrière. Elle avait cette qualité particulière de quelqu'un, qui a entendu chaque variation de mauvaises nouvelles, et qui a cessé d'être surpris par quoi que ce soit. Je me suis assis, et je lui ai tout raconté. Mon retour anticipé de la coopérative céréalière un après-midi, pour trouver Lorraine à la table de la cuisine. Son expression me parlant, bien avant ses mots. Le bébé qui a suivi 7 mois plus tard, un garçon, avec la mâchoire de Stuart Aldridge, et les yeux de Stuart Aldridge. Stuart, qui dirigeait l'agence où travaillait Lorraine, qui avait assisté à la remise des diplômes de notre fille Jenna, et qui m'avait serré la main, sur le parking, juste après. Le test de paternité que j'avais demandé, et payé. Les résultats qui confirmaient ce que je savais déjà. Le refus de Lorraine d'y mettre fin. Ma décision de partir, avant que le mensonge ne finisse par m'engloutir tout entier. Nadine a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a fait cliquer son stylo 2 fois, et a posé la question que je redoutais. Avez-vous des documents, les résultats du test, des relevés financiers, quoi que ce soit datant d'avant votre départ? Non, ai-je dit. Je voulais une rupture nette. J'ai pris mon camion, mes outils, mon chien. C'est tout. Elle a écrit quelque chose sur son bloc-notes juridique. Sans document, cela devient votre parole contre la sienne. Et, monsieur Grimm. Le fait que vous soyez parti, sans entamer aucune procédure légale, ne joue pas en votre faveur. L'abandon reste un abandon aux yeux d'un juge. Peu importe la raison qui se cache derrière. Elle a forgé ma signature, ai-je rétorqué. Sur l'acte de propriété, sur tout ce qu'elle a déposé, je n'ai jamais rien signé. Alors, nous avons besoin d'une preuve de cela. Nadine a posé son stylo. Avez-vous un ancien partenaire commercial? Quelqu'un qui aurait pu conserver des dossiers financiers de votre époque au Kansas, des déclarations de patrimoine, des documents de partenariat, n'importe quoi avec votre vraie signature, que nous pourrions comparer à ce qu'elle a déposé. Clifford Bass. Le nom a fait surface immédiatement. Cliff et moi avions géré la distribution de céréales côte à côte, pendant 11 ans, avant que je ne lui vende ma part, et que je m'en aille. Cliff était le genre d'homme à garder chaque reçu dans une boîte à chaussures, en appelant cela un système de classement, mais rien n'était jamais jeté. Pour des raisons fiscales, disait-il toujours. J'ai quelqu'un, ai-je dit à Nadine.
Mon ancien partenaire. Si quelqu'un a gardé les papiers, c'est lui. Appelez-le aujourd'hui, a-t-elle dit. Et Monsieur Grimm, encore une chose. Elle m'a regardé directement. Il existe un concept juridique, appelé présomption de paternité. Dans certaines circonstances, un homme qui a agi comme le père d'un enfant, indépendamment de la biologie, peut être tenu financièrement responsable. Son avocat essaiera de l'utiliser. Nous devons être préparés à cet argument. Ces mots se sont abattus sur moi, comme l'arrivée d'un front froid. J'étais parti pour fuir un mensonge. À présent, la loi risquait de rendre ce mensonge permanent. J'ai remercié Nadine, je suis redescendu sur le parking, et je me suis assis dans mon camion, le moteur éteint. Le numéro de Cliff était toujours dans mon téléphone. Je l'avais gardé sans trop savoir pourquoi. Peut-être parce qu'une partie de moi a toujours su que ce jour arriverait. 3 sonneries. Puis sa voix, surprise et prudente à la fois. Henry, c'est vraiment toi. Ouais, Cliff, c'est moi. J'ai regardé une femme charger des courses dans un monospace, de l'autre côté du parking. Un mardi normal, une vie normale. Je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Toujours, a-t-il dit. Tu le sais. As-tu gardé les dossiers du partenariat, les documents de dissolution, les déclarations d'actifs, tout ce qui date du moment où tu m'as racheté? Une pause. Assez longue pour être ressentie. Henry, a dit Cliff lentement. J'ai tout gardé. Pour des raisons fiscales. Mais tu dois me dire ce qui se passe, parce qu'une femme a appelé mon bureau, il y a 2 jours, pour poser des questions sur toi. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Il y a 2 jours, ai-je dit. Que voulait-elle savoir? Où tu te trouvais, tes actifs, et si j'étais en contact avec toi? Une autre pause. Henry, qu'est-ce que Lorraine a fait? Cliff a rappelé le lendemain soir. J'étais sur le porche, regardant les dernières lueurs du jour se dissiper dans le ciel, au-dessus de la crête. Russ s'est étiré en travers de mes bottes, comme une encre chaleureuse. La lumière du Porsche d'Earl Tatum était déjà allumée, de l'autre côté du champ, aussi stable qu'un phare. J'ai tout trouvé, a dit Cliff. Sa voix avait cette lourdeur particulière, que portent les hommes, lorsqu'ils savent que la nouvelle va faire mal. Henry, elle ne s'est pas contentée de prendre la maison. J'ai posé ma tasse de café sur la rambarde. Raconte-moi. L'acte de renonciation sur la propriété du Kansas. Ta signature sur ce document ne ressemble en rien à ce que j'ai ici, sur nos papiers de dissolution. Le G est faux. Toute l'inclinaison est mauvaise. Quelqu'un s'est entraîné, mais pas suffisamment. Il a expiré lentement. Ton compte retraite a été liquidé, 11 jours après ton départ. Le transfert est allé vers un compte privé. J'ai vérifié le numéro de routage, du mieux que j'ai pu. Il remonte à une banque, où Stuart Aldridge est enregistré, comme titulaire de compte principal. Stuart. Le patron de Lorraine. L'homme qui m'avait serré la main, lors de la remise de diplôme de Jenna. Ce n'est pas tout, a poursuivi Cliff. J'ai parlé à ton ancienne voisine, Linda Causey, la semaine dernière. Elle a dit se souvenir d'un homme qui venait régulièrement à la maison, il y a environ 12 ou 13 ans, quand tu faisais les longs trajets de transport de céréales. Elle pensait que c'était un entrepreneur au début. Elle l'a décrit, Henry. Ce n'était pas Stuart. Le Porsche m'a soudainement semblé plus petit. Elle avait commencé bien plus tôt que je ne le pensais. Beaucoup plus tôt. La voix de Cliff s'est serrée. Stuart n'était pas le premier. Il est juste celui qui est resté. Je n'ai rien dit pendant un moment. 31 ans. Et j'avais passé les 5 dernières années, à penser que je comprenais l'ampleur de ce qui s'était passé. Il s'avère que je n'avais vu, que le chapitre le plus récent. Je témoignerai, a dit Cliff. Tout ce dont tu as besoin. Garde ça pour toi, pour le moment. Je lui ai dit, il se peut qu'on te mette la pression. Ne t'engage à rien, avant que j'aie parlé à mon avocate. Une pause. C'est déjà fait. Une femme a appelé mon bureau il y a 2 jours. Henry, une voix raffinée, qui posait des questions sur les termes de notre partenariat, nos évaluations d'actifs. Et puis, hier, un homme a appelé, disant qu'il faisait une enquête de routine.
Il a demandé si j'avais des documents relatifs à notre dissolution. Le ton de Cliff s'est fait plus tranchant. Je lui ai dit que je devais voir ses pièces d'identité avant de discuter de quoi que ce soit. Il a raccroché. Doe, ou quelqu'un travaillant pour Doe. Ils essayaient de découvrir ce que Cliff avait, avant que Cliff ne puisse me le remettre. Ne parle à personne d'autre, ai-je dit. Numérise tout, et envoie-le à ce numéro. Chaque page est déjà en cours de numérisation, a-t-il répondu. Et Henry, je suis désolé de ne pas avoir posé plus de questions à l'époque. Quand Lorraine a raconté aux gens que tu avais fait une dépression, je ne m'y suis pas opposé, comme j'aurais dû le faire. Tu ne savais pas, ai-je dit. Moi non plus, pas totalement. Nous avons raccroché. J'ai regardé la lumière du Porsche d'Earl, et j'ai pensé à ces 12 années d'un mensonge, que je n'avais même pas songé à chercher. 2 matins après l'appel de Cliff, je me suis retrouvé assis dans mon camion, le moteur allumé, un sac sur le siège passager, et des cartes de la Virginie occidentale, affichées sur mon téléphone. Ce n'était pas une décision que j'avais prise consciemment. C'était l'instinct, ce même appel profond qui m'avait poussé hors du Kansas, il y a 5 ans, quand le sol se dérobe, trouve un terrain plus élevé. Russ était à l'arrière du camion, m'observant à travers la lunette arrière, avec ses yeux marrons si patients. Je suis resté assis là pendant 3 minutes, peut-être 4. Le vieux pick-up Ford Earl est descendu de son allée, et a tourné dans la mienne, bloquant le passage. Il en est descendu sans se presser, comme un homme qui a tout le temps du monde, et l'intention de l'utiliser délibérément. Il portait quelque chose, une boîte métallique plate, le genre où l'on enferme des actes et des papiers d'assurance, rayés et bosselés, par des années d'utilisation honnête. Il a contourné le véhicule jusqu'à ma fenêtre, et a frappé une fois. Je l'ai baissé. « Tu vas quelque part » a-t-il demandé. J'y réfléchis. Réfléchir, c'est bien, a dit Earl. Partir, c'est une autre affaire. Il a posé la boîte en métal sur mon capot, dans un cliquetis sourd. Avant que tu ne fasses l'un ou l'autre, j'ai besoin que tu regardes ce qu'il y a là-dedans. J'ai éteint le moteur. Nous sommes allés sur le porche. Earl a déverrouillé la boîte, et a commencé à étaler des dossiers sur la table, un par un, organisés, à onglets, classés par couleur, avec une précision qui contrastait avec l'extérieur usé. Il avait construit cette chose tranquillement, pendant 5 ans. Premier dossier, a-t-il dit en l'ouvrant à plat. Registre foncier et acte de propriété, copie du greffier du comté au Kansas, montrant la date de transfert, le cachet du notaire, la signature enregistrée. J'ai soumis une demande de dossier, il y a 14 mois. J'ai fixé les documents. Officiel, tamponné, réel. Deuxième dossier. Piste financière. Il l'a fait glisser. Relevé bancaire. Date de transaction. Montant des transferts. Mon compte retraite, vidé en un seul mouvement. Compte de destination. Le nom de Stuart Aldridge y était relié par 2 niveaux de paperasse. J'ai embauché un chercheur pendant 6 semaines. Ça m'a coûté la majeure partie de ce que j'avais de côté, pour un nouveau toit. Earl. Laisse-moi finir. Il a ouvert le 3e dossier. Rapport de personnes disparues, et note d'interrogatoire de la police. Lorraine l'a déposé 2h18, après que tu aies pris la route. 2 heures, Henry. Elle avait cette histoire toute prête, avant même que tes feux arrière n'aient quitté la route. Il a pointé une ligne surlignée. Entretien avec Clifford Bass, ton ancien partenaire. Il a confirmé que tu semblais déprimé, dans les mois précédant ton départ. Elle s'est servie de ces mots, pour construire le récit de l'instabilité mentale. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Le 4e dossier contenait quelque chose que je reconnaissais, et que je ne reconnaissais pas, en même temps. Une simple page dactylographiée, avec ma signature au bas. Notarié, daté du jour de mon départ. Un tampon d'un magasin UPS dans le coin. Tu as écrit ça le matin où tu as pris la route, a dit doucement Earl. La greffière notaire, à Selena, l'a gardé, quand tu n'es pas revenu le récupérer. Il m'a fallu 4 mois pour la retrouver. Une femme du nom d'Irene Baronova, 69 ans. Elle l'a gardé dans un dossier, car quelque chose chez toi lui a fait comprendre que c'était important. Elle a dit, vous êtes entré avec des mains fermes et des yeux tristes, et vous avez écrit chaque mot comme s'il devait être lu devant un tribunal un jour.
J'ai lu mes propres mots, chacun d'eux était vrai, chacun d'eux était documenté. J'étais prêt à fuir à nouveau, ai-je admis. Je sais, a dit Earl. Il ne l'a pas dit avec jugement. Mais un homme n'a pas à fuir, quand il a un terrain sur lequel s'appuyer. Tu as un terrain, maintenant, Henry. 15 centimètres d'épaisseur, juste là, sur cette table. Russ a monté les marches du porche, et s'est installé à côté de ma chaise, sans qu'on le lui demande. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Nadine Fowler. J'ai des documents, ai-je dit quand elle a décroché. La totalité. Un instant de silence. Combien? Assez, ai-je répondu. Pouvons-nous nous voir demain? Jenna était fiancée à Reed depuis 8 mois. Et au cours de cette période, elle avait pris l'habitude de fouiller dans la maison de sa mère, à la recherche de choses qui pourraient être utiles pour le mariage. De vieilles photos, des décorations des fêtes passées, des tissus que sa grand-mère avait rangés dans des boîtes, il y a des décennies. Lorraine l'y encourageait, disant que c'était une bonne façon d'honorer l'histoire familiale. Ce samedi-là, au début de novembre, Jenna se trouvait dans la chambre d'amis attenante au garage, fouillant dans des piles de boîtes, tandis que Reed était assis dans la cuisine, faisant semblant de lire le journal. Elle avait déjà trouvé 3 boîtes de décoration de Noël, et une nappe en dentelle qui pourrait convenir pour la réception, lorsqu'elle a sorti une boîte, simplement étiquetée « Henry, d'hiver ». Elle a failli la repousser. Puis, elle l'a ouverte. À l'intérieur se trouvaient des choses qu'elle reconnaissait de son enfance. Une paire de gants de travail. Un vieil almanach de 2003. Une veste de grange en toile, brune et usée au coude, sentant légèrement la poussière de céréales et l'huile de machine. La veste que son père avait portée, chaque matin d'automne, pendant des années. Celle qu'elle avait l'habitude de décrocher de la porte arrière, quand elle avait froid et qu'il n'était pas encore rentré. Elle l'a sortie de la boîte, et l'a tenue pendant un moment. Juste tenue. Qu'est-ce que tu as trouvé? A appelé Reed depuis la cuisine. De vieilles choses, a-t-elle répondu. Sa voix est sortie plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Elle pliait la veste pour la mettre de côté, lorsqu'elle a senti quelque chose de rigide, dans la poche poitrine intérieure. Un morceau de papier, plié en petits, jauni au niveau des plis. Elle l'a ouvert avec précaution. Laboratoire médical du Nebraska. Nom du patient, Henry Grimm. Type de test, analyse de paternité prénatale. Date du service, 14 mars. Résultat disponible pour récupération. La date, elle l'a lu 3 fois. Mars, l'année où son père est parti. 4 mois avant la naissance de son demi-frère. 6 semaines avant que le camion de son père ne disparaisse de l'allée, et que sa mère ne l'asseye pour lui expliquer, avec un chagrin répété, que son père avait souffert d'une sorte de dépression, et avait abandonné la famille. Jenna s'est assise par terre, dans cette chambre d'amis, avec le reçu entre les mains, et a senti l'architecture des 5 dernières années se dérober sous elle, comme un sol qui s'affaisse. Son père savait, avant de partir. Il avait commandé un test de paternité sur le bébé que sa mère portait, ce qui signifiait que sa mère savait qu'il savait, ce qui signifiait que l'histoire qu'on avait racontée à Jenna. La dépression, l'abandon, l'homme qui ne pouvait tout simplement pas assumer ses responsabilités, tout cela avait été construit sur quelque chose, que sa mère n'avait jamais mentionné une seule fois. Elle a trouvé Reed dans l'embrasure de la porte de la cuisine, et lui a tendu le reçu sans dire un mot. Il l'a lu lentement, puis il a levé les yeux. Jenna, ne le dis pas encore, a-t-il dit. Ne dis encore rien. Elle est retournée dans la chambre d'amis, et s'est assise de nouveau par terre. C'est à ce moment-là qu'elle a trouvé son ancien téléphone, dans la même boîte, celui qu'elle avait utilisé à l'université, rangé quand elle avait changé de modèle. Elle avait l'intention de le vider depuis des années. Elle l'a branché au chargeur, sur l'étagère de la chambre d'amis, par habitude, et 20 minutes plus tard, lorsqu'il fut suffisamment chargé, il s'est allumé. De vieux messages, de vieilles photos, et une vidéo du Noël d'il y a 5 ans. La miniature montrait le salon rempli de papier cadeau, et son père riant de quelque chose hors du cadre. Elle a appuyé sur lecture. La voix de son père a rempli la petite pièce. Il racontait une histoire, à propos d'une livraison de céréales qui avait mal tourné, lors d'une tempête de neige. Il imitait les voix, faisant rire Jenna, sa version plus jeune, visible sur le bord de l'image, la faisant rire si fort, qu'elle devait s'accrocher au canapé.
Le genre de rire qui appartient à des personnes qui sont totalement à l'aise l'une avec l'autre. Elle avait oublié ce rire, oublié qu'elle avait déjà ri ainsi avec lui. Elle l'a regardé 2 fois. La deuxième fois, elle n'est pas allée jusqu'à la fin. Reed est apparu à nouveau dans l'embrasure de la porte, silencieux. Il s'est assis par terre à côté d'elle, sans qu'elle le lui demande. J'ai dit aux gens qu'ils nous avaient abandonnés, a dit Jenna. Sa voix était tremblante. Pendant 5 ans, j'ai dit à tous ceux qui me le demandaient, que mon père avait fui sa famille, parce qu'il ne pouvait pas supporter la vraie vie. Tu as cru ce qu'on t'a dit, a répondu Reed. J'avais 23 ans. J'aurais dû poser plus de questions. Elle a regardé le reçu, toujours dans sa main. Il savait pour le bébé, Reed. Il a fait un test. Il avait des preuves. Et puis il est parti, mais pas parce qu'il avait fait une dépression. Parce que ma mère était enceinte de l'enfant d'un autre homme, et qu'elle refusait d'arrêter de le voir. Reed est resté silencieux pendant un moment. Puis prudemment, tu dois l'appeler. Jenna a ouvert ses contacts. L'ancien numéro de son père était toujours là, inchangé, reposant dans son téléphone comme quelque chose dont elle n'avait jamais voulu se défaire complètement. Elle l'a fixé pendant un long moment. Puis elle a tapé, « Papa, j'ai trouvé quelque chose dans ta vieille veste. » Un reçu d'un laboratoire médical, datant d'avant ton départ. Je crois que j'ai besoin de parler. Elle a posé le téléphone, et a attendu. La réponse est arrivée 11 minutes plus tard. Ce test a prouvé que l'enfant que ta mère portait n'était pas de moi. Elle connaissait les résultats avant que je ne prenne la route. Je suis désolé que tu la prennes de cette façon, Jenna. J'ai toujours pensé que tu méritais la vérité. Jenna l'a lu 2 fois. Puis elle s'est levée, a marché jusqu'à la cuisine, et a appelé sa mère. Maman, a-t-elle dit, en gardant sa voix posée avec effort. J'ai besoin que tu me dises quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. Est-ce que le bébé était de papa? La pause de Lorraine a duré 2 pleines secondes de trop. C'est une question compliquée, ma chérie. C'est une question qui appelle un oui ou un non, a rétorqué Jenna. Et le fait que tu n'y répondes pas, y répond. Elle a raccroché, et a regardé Reed. Je vais au Tennessee. Reed tendait déjà la main vers sa veste. Je conduis. Ils sont partis à 6 heures, le lendemain matin. Reed a conduit le premier tronçon, et Jenna s'est assise sur le siège passager, regardant l'Ohio s'aplatir derrière eux, et le paysage changer lentement de caractère, au fur et à mesure qu'ils entraient dans le Kentucky. Aucun d'eux n'a beaucoup parlé, pendant les 2 premières heures. Il n'y avait pas grand-chose à dire, que le silence ne disait pas déjà. C'est quelque part près de Lexington, que Jenna a commencé à parler. Quand papa est parti, j'étais dans ma 2e année à la KSU, a-t-elle dit. Maman m'a appelé un mardi après-midi, m'a dit qu'il avait fait une dépression, qu'il agissait de manière erratique depuis des mois, qu'il était simplement parti en voiture une nuit, sans un mot. Elle pleurait. Jenna a regardé par la fenêtre. Je l'ai cru sur parole. Pourquoi n'aurais-je pas dû? C'était ma mère. Bien sûr que tu l'as cru, a dit Reed. Mais j'ai 28 ans maintenant. Je suis une adulte depuis longtemps. À un certain moment, j'ai cessé d'être une enfant qui a été trompée, pour devenir une adulte, qui ne posait tout simplement pas de questions. Elle a retourné le reçu dans ses mains. Elle le tenait depuis leur départ. C'est ma faute. Reed a gardé les yeux sur la route. Ou c'est la faute d'une femme, qui a passé 5 ans à s'assurer, que tu n'aies aucune raison de remettre en question l'histoire. Jenna n'a pas répondu tout de suite. C'était l'argument qu'elle retournait dans sa tête, depuis la nuit dernière. La limite entre être manipulée, et être délibérément dénuée de curiosité. Elle n'était pas sûre que cette limite existait. Peut-être que les 2 choses pouvaient être vraies, en même temps. Maman nous a impliqués dans un groupe religieux, environ 1 an après le départ de papa, a-t-elle dit après un moment. La congrégation du révérend Al Whitmore, à Selena. Des gens gentils, d'un grand soutien. Je me souviens qu'ils étaient bons avec nous. Elle a fait une pause. Reed, le printemps dernier, j'ai vu quelque chose dans les dossiers de maman, quand je l'aidais à organiser la paperasse pour le refinancement de son prêt. Une lettre du révérend Whitmore. Elle était adressée à un tribunal de comté. Témoignage de moralité, disait-elle. Reed lui a jeté un coup d'œil.
Pourquoi faire? Je n'ai pas tout lu. Je pensais que c'était une procédure de routine. Maintenant, je pense que ce ne l'était pas. Jenna a plié le reçu, et l'a glissé dans la poche de son manteau. Elle a utilisé l'église, Reed. Elle est allée voir un pasteur avec sa version des faits. Et il a écrit à un tribunal en son nom. Et aucune de ces personnes n'a jamais entendu prononcer le nom de mon père, par quiconque d'autre qu'elle. C'est une chose que les gens font réellement, a dit tranquillement Reed. Il avait passé 6 ans en tant qu'officier du JAG, avant de quitter le service. Il avait vu des affaires de droit de la famille déraper, dans toutes les directions imaginables. C'est de la manipulation, et ça fonctionne. La lettre de moralité d'un pasteur a du poids auprès de certains juges. Elle a construit toute l'histoire, a dit Jenna, brique par brique. Le récit de la dépression, la communauté de l'Église, le rapport de personnes disparues. Elle s'est arrêtée. Il y a eu un rapport de personnes disparues. Je me souviens d'avoir signé quelque chose, une déclaration de témoin, maman disait juste de confirmer que je n'avais pas eu de ces nouvelles. J'avais 23 ans, et je l'ai signé, sans le lire attentivement. Elle s'est tue. Qu'est-ce que j'ai signé, Reed? Nous ne le savons pas encore, a-t-il dit. Ne devançons pas les preuves. Ils sont entrés dans le Tennessee juste après midi. Le paysage a de nouveau changé. Des collines vallonnées, s'élevant des deux côtés de l'autoroute. Le genre de région qui donnait l'impression de garder ses propres secrets. Jenna a reçu un message de sa mère, lui demandant où elle était. Elle n'y a pas répondu. Et s'il n'est pas celui que j'espère qu'il est? A-t-elle dit. La question était restée coincée au fond de sa gorge pendant des heures. Alors tu connaîtras la vérité, de sa propre bouche, au lieu de celle de quelqu'un d'autre. Reed a ajouté, cela vaut le trajet, d'une manière ou d'une autre. Jenna a regardé l'adresse de son père sur son téléphone. Un numéro de route rurale, à l'est d'une ville dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle a pensé à la vidéo sur son ancien téléphone. Son rire, la façon dont il la faisait rire, sans même essayer. Il a gardé le même numéro pendant 5 ans, a-t-elle dit. Il ne l'a pas changé. Il n'a pas complètement disparu des radars. Elle a regardé les collines. Un homme qui voudrait vraiment disparaître aurait changé de numéro. Reed n'a rien dit. Il s'est contenté de conduire. Ils sont arrivés sur le chemin de gravier, menant à ma propriété, juste avant 15 heures. Les collines étaient d'un brun doré sous la lumière de novembre. L'air était vif et pur à travers la fenêtre entr'ouverte. Au sommet de la montée, une modeste ferme, une grange, une ligne de clôture, un border collie assis au garde-à-vous près du portail, comme s'il les avait attendus. Jenna est sortie de la voiture. Le chien l'a regardé sans bouger. Puis la porte d'entrée s'est ouverte, et je suis apparu sur le porche. J'avais l'air plus vieux, plus solide d'une certaine façon, que dans ses souvenirs. Le genre de solidité qui ne vient pas de la facilité, mais du fait d'avoir traversé quelque chose de difficile, jusqu'à atteindre l'autre côté. Elle a marché jusqu'aux marches du porche, et s'est arrêtée. J'ai trouvé un reçu dans ta vieille veste, a-t-elle dit. Et j'ai beaucoup de questions. J'ai hoché la tête lentement. Monte, ai-je dit. J'ai préparé du café, et je te raconterai tout. Jenna s'est assise sur la chaise du porche la plus proche des marches, comme si elle avait besoin de savoir que la sortie était là. Reed avait pris la chaise contre le mur, silencieux et observateur, nous laissant l'espace nécessaire, pour faire ce qui devait être fait. Russ s'est installé entre nous, sur le plancher, ce que j'ai pris pour un bon signe. Il avait toujours été un bon juge de caractère. J'ai versé le café sans demander. Mes mains étaient fermes. J'avais passé 5 ans à vivre seul dans les collines, et quel que soit le prix que me coûterait la prochaine heure, je n'allais pas l'affronter avec les mains tremblantes. Commence par le début, a dit Jenna. Pas le début de maman. Le tien. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai raconté les longs transports de céréales vers le Missouri et l'Oklahoma. Les semaines passées loin de la maison, la façon dont l'attitude de Lorraine avait changé, à mon retour. Pas de manière dramatique, pas d'un seul coup, mais graduellement, comme une maison qui se tasse sur ses fondations. De petits ajustements, qui s'accumulaient avec le temps. Je lui ai dit que j'avais soupçonné quelque chose, pendant près de 2 ans, avant d'en être certain.
Le jour où j'ai découvert la vérité n'a pas été dramatique, ai-je dit. Je suis rentré tôt de la coopérative, parce qu'une livraison avait été annulée. Lorraine était au téléphone dans la cuisine. Elle ne m'a pas entendu entrer. J'en ai entendu assez. J'ai enroulé mes 2 mains autour de ma tasse. Je ne l'ai pas confrontée ce jour-là. J'avais besoin d'en être sûr. Alors, j'ai organisé le test. Le reçu que j'ai trouvé, a dit Jenna. Les résultats sont revenus un jeudi matin. Je suis allé au laboratoire, je les ai récupérés moi-même, je me suis assis dans mon camion, sur le parking, et je les ai lus. Je l'ai regardé directement. Ce n'était pas mon enfant, Jenna. Je le savais déjà, mais le voir sur le papier, le rend réel, d'une manière différente. Jenna était silencieuse. Sa mâchoire était crispée. Je suis rentré à la maison ce soir-là, et j'ai dit à ta mère ce que je savais. Elle ne l'a pas nié. Elle a pleuré. De vraies larmes. Je lui accorde ça. Et elle m'a dit qu'elle s'était sentie seule, que j'étais trop souvent absent, que Stuart avait été là, quand je ne l'étais pas. J'ai gardé une voix posée. Je lui ai demandé si elle était prête à y mettre fin, et à travailler sur notre mariage. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour y réfléchir. J'ai fait une pause. 3 jours plus tard, elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à rompre cette relation, qu'elle avait des sentiments pour lui, qu'elle avait besoin d'un processus, qu'elle espérait que je comprendrais, et que je lui donnerais de l'espace, pour tirer les choses au clair. Elle voulait que tu restes, tout en continuant à le voir, a dit Jenna. Ce n'était pas une question. Elle voulait que j'élève un enfant, que je fasse comme si de rien n'était, et que j'attende, pendant qu'elle déciderait, si notre mariage valait la peine d'être sauvé. J'ai posé la tasse. Je ne pouvais pas le faire. J'ai fait mes bagages dans mon camion, et j'ai conduit vers l'est. Jenna est restée silencieuse pendant un long moment. La lumière du matin s'était déplacée, traçant une longue ligne sur les planches du porche. Elle m'a dit que tu avais fait une dépression nerveuse, a-t-elle finalement dit. Que tu étais instable depuis des mois. Qu'elle avait essayé de te faire aider, et que tu avais refusé. Qu'une nuit, tu étais simplement parti. Elle a levé les yeux. J'ai signé une déclaration de témoin, papa. Elle a dit que c'était un formulaire de routine. Je ne l'ai pas lu attentivement. Le dossier d'Earl Tatum contenait une copie de cette déclaration. La signature de Jenna en bas, datée de 3 jours après mon départ. Elle confirmait que j'avais semblé renfermé et imprévisible, au cours des mois précédents. Elle ne savait pas ce qu'elle signait. Lorraine savait exactement ce qu'elle faisait. Tu avais 23 ans, ai-je dit. Tu as cru ta mère? Ce n'est pas un échec de ta part. J'ai 28 ans maintenant, a répondu Jenna. Et il y avait un ton tranchant dans sa voix, dirigé contre elle-même, pas contre moi. J'ai eu 5 ans pour poser des questions, et je ne les ai pas posées. Reed a pris la parole depuis sa chaise, pour la première fois. Quelqu'un a passé 5 ans à s'assurer que tu n'aies aucune raison de poser des questions. Sa voix était mesurée. La voix d'un homme formé à voir comment les preuves façonnent un récit. Le rapport de personnes disparues, les déclarations de témoins, la communauté religieuse. C'est un environnement fabriqué, Jenna. Ça ne survit pas à la première question honnête, ce qui est exactement la raison pour laquelle, personne dans cet environnement, n'allait jamais en poser une. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. L'Église, a-t-elle dit. Le révérend Whitmore a écrit à un tribunal. Je sais, ai-je dit. Earl en a une copie. Le révérend a cru ce que ta mère lui a raconté. Il n'est pas le méchant. Il a été trompé, comme tout le monde. Je me suis penché en avant. Jenna, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne te demande pas de détester ta mère. Quoi qu'elle m'ait fait. Elle est toujours ta mère, et tu as droit à cette relation. Ce que je te demande de croire, c'est que je ne suis pas parti, parce que j'avais cessé de t'aimer. Je suis parti parce que rester, signifiait mourir à petit feu, dans une maison construite sur un mensonge, dans lequel je n'avais pas accepté de vivre. Jenna a posé sa tasse sur la rambarde du porche, et s'est levée. Elle a marché jusqu'au bout du porche, et est restée là à contempler les champs, pendant une bonne minute, les bras croisés, le vent froid de novembre agitant ses cheveux. Puis elle s'est retournée. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était assurée.
Clifford Bass, a-t-elle dit. Il a des documents. Oui. Des signatures, des relevés financiers, tout. Et Earl, elle a regardé vers la propriété voisine. Il a rassemblé tout cela lui-même, sur 5 ans. Chaque dossier, ai-je dit. Il l'a fait, sans qu'on le lui demande. Quelque chose que je ne pouvais pas nommer, a traversé son visage. Elle est retournée à sa chaise, et s'est assise. Il y a un document dans le dossier d'Earl, ai-je dit prudemment. Une lettre que j'ai écrite, le jour de mon départ. Je ne me souviens pas de l'avoir écrite. Je fonctionnais à l'adrénaline pure, mais je me suis arrêté au magasin UPS de Selena, j'ai tout écrit, et je l'ai fait notarier. Une femme nommée Irene Baronova l'a gardée, quand je ne suis pas revenu la récupérer. Elle se souvenait de moi. Elle a dit que j'avais des mains fermes, et des yeux tristes. Jenna m'a regardé pendant un long moment. Est-ce que je peux la lire? A-t-elle demandé. Je suis entré, et j'ai rapporté le dossier. Elle a pris la lettre, et l'a lue debout. La façon dont les gens lisent les choses, dont ils ont peur qu'elles ne les détruisent, s'ils s'assoient pour le faire. J'ai regardé son visage traverser des émotions, que je ne pouvais pas nommer, et que je n'ai pas essayé de nommer. Quand elle a eu fini, elle l'a plié soigneusement, et me l'a rendu. Reed, a-t-elle dit sans détourner le regard de moi. Tu dois examiner tout ça, en tant qu'avocat, et non en tant que mon fiancé. Reed se penchait déjà en avant. C'est ce que je fais, depuis que j'ai mis le pied sur ce porche. Jenna a alors tendu le bras, et a posé brièvement sa main sur la mienne. Juste une seconde, juste assez longtemps pour signifier quelque chose. Dis-moi ce qui se passe ensuite, a-t-elle dit. Nadine Fowler est arrivée à la ferme, juste après le coucher du soleil. Sa petite voiture était remplie de dossiers bien organisés, et de l'énergie professionnelle de quelqu'un, qui a examiné des documents jusqu'à minuit, et qui en est ressorti, avec un plan d'action clair. Elle a étalé les documents, sur ma table de cuisine. Et pendant les 2 heures suivantes, nous 4, Nadine, Earl, Reed et moi, avons travaillé sur la structure, de ce que nous allions présenter le lendemain matin. Lauren avait confirmé, par un message transmis par Doe, qu'elle arriverait à 10 heures avec son avocat, pour mener ce que Doe avait appelé, une « discussion de résolution finale ». Un langage neutre, pour ce que les 2 parties comprenaient comme étant une confrontation. Ruth Forsythe s'est jointe à nous par téléphone à 20 heures. Ruth avait 64 ans, ancienne experte en documents du bureau d'investigation du Kansas, avec 31 ans d'expérience sur le terrain avant sa retraite. Earl l'avait trouvée grâce à un réseau d'archives médico-légales, il y a 4 mois. Sa voix au téléphone était précise et sans précipitation. Les signatures sont définitivement différentes, a-t-elle déclaré sans préambule. L'acte de renonciation et l'autorisation de compte montrent tous 2 des déviations constantes, par rapport aux exemples des documents de dissolution du partenariat. Formation des lettres sur le G, angle de base, distribution de la pression du stylo. Je ferai déposer un avis écrit au tribunal, d'ici la fin de la semaine. Selon mon opinion professionnelle, ces documents n'ont pas été signés par Henry Grimm. Merci, Ruth, a dit Nadine. Elle a pris une note. Reed a posé son bloc-notes juridique, à côté des dossiers de Nadine. Il avait identifié 3 autres angles d'attaque, dans la documentation financière. Une séquence de transfert, qui suggérait la préméditation plutôt qu'une réponse d'urgence, et une irrégularité dans la procédure bancaire, qui pointait vers quelqu'un, ayant une connaissance interne des protocoles d'accès au compte. Lauren gérait une agence. Il a dit à Nadine, elle aurait connu le processus exact, pour accéder au compte, en cas de déclaration d'urgence psychiatrique. Elle n'a pas seulement exploité le système. Elle a orchestré la situation pour qu'elle corresponde au système. C'est l'élément qui transforme cette fraude civile, en quelque chose de plus proche du comportement criminel. Nadine a répondu, nous ne déposons pas d'accusation criminelle. C'est le travail du procureur. Mais nous allons présenter l'argument de manière suffisamment claire, pour que son avocat comprenne les risques auxquels elle s'expose. Earl était assis au bout de la table, buvant du café et parlant peu. Il avait fait sa part. Le reste de tout cela, c'était le travail des autres, et il le comprenait. À 21 heures, Jenna est sortie sur le porche, et a appelé sa mère. Je pouvais entendre le ton de la conversation à travers la fenêtre, mais pas les mots. Ça a duré 4 minutes. Quand elle est revenue à l'intérieur,
elle était calme, de la façon dont les gens le sont, lorsqu'ils ont pris une décision sur laquelle ils ne peuvent plus revenir. Elle vient, a dit Jenna. Elle amène Do. Elle ne sait pas que je suis ici. À 30 km de là, dans une chambre de motel à Greenville, Lauren et Philip Do avaient un tout autre genre de réunion. Je n'en connaissais pas les détails à ce moment-là. Je les ai appris plus tard. Mais Do avait appris, cet après-midi-là, l'implication de Ruth Forsythe grâce à son propre réseau juridique, et il avait eu une conversation tendue avec Lauren, sur ce qui lui avait été divulgué ou non, concernant la provenance des documents qu'il avait déposés. Ce que je ne savais pas, car Chad Grover m'a appelé à 21h30 ce soir-là, c'était que Do avait déjà contacté le tribunal du comté, pour demander un délai procédural. Il va essayer de gagner du temps, a dit Chad. Sa voix avait le calme plat d'un homme qui avait déjà vu des manœuvres juridiques, et qui n'en était pas impressionné. Je veux aussi que tu saches que je suis passé devant ce motel ce soir, pas officiellement, juste en conduisant, et j'ai remarqué que Philip Do n'a pas l'air d'un homme qui pense avoir une main gagnante. De quoi a-t-il l'air? Ai-je demandé. Comme un homme qui calcule à quelle vitesse, il peut retirer son nom de quelque chose, a répondu Chad, avant de faire une pause. Henry, tout ira bien demain. Tu as le terrain pour toi. Tu as les documents. Tu as des gens dans ton coin. Une autre pause. Et je serai dans les parages, au cas où la situation nécessiterait un insigne. Il a raccroché, avant que je ne puisse le remercier correctement. Après le départ de tout le monde, je suis resté seul sur le porche, pendant 1 heure. Russ à mes pieds, les collines du Tennessee sombrent contre le ciel étoilé. La nuit était froide, immobile et honnête, de la façon dont seules certaines nuits le sont, lorsque l'air n'a pas d'arrière-pensée, et que l'obscurité ne ressemble pas à une menace. J'ai pensé à la dernière fois où je m'étais senti complètement piégé, assis sur un parking à Selena, avec un test de paternité sur les genoux. Comprenant avec une clarté totale, que la vie que j'avais bâtie, avait été construite sur un sol qui n'était pas solide. Ce matin-là, j'étais entré dans un magasin UPS, j'avais écrit tout ce que je savais, ressentais et choisissais, je l'avais fait notarier, et j'étais parti sans la copie, parce qu'une partie de moi avait déjà dépassé le besoin de s'y accrocher. J'avais passé 5 ans à penser que ce document n'existait plus. Que la trace de qui j'étais, et de pourquoi j'étais parti, s'était simplement dissoute. Il s'avère qu'une femme de 69 ans, nommée Irene Baronova, l'avait gardée dans une chemise cartonnée, dans le tiroir de son bureau, parce qu'elle a dit que quelque chose dans mes yeux lui avait fait comprendre que c'était important. Certaines choses tiennent bon, même quand on les lâche. Je suis rentré à minuit. J'ai réglé le réveil pour 6 heures. Je me suis assuré que la cafetière était prête à fonctionner. Demain, j'allais me tenir sur mon propre porche, et dire la vérité à voix haute, devant la femme qui avait passé 5 ans à l'enterrer. Je n'étais pas nerveux. J'étais prêt. La voiture de location de Lauren a remonté la route à 9h58, avec 2 minutes d'avance. Elle avait toujours été stricte sur la ponctualité, quand cela servait son image. La berline de Philip Do a suivi 30 secondes plus tard. Ils se sont garés côte à côte, dans mon allée de gravier, et sont sortis ensemble. Lauren dans ses vêtements de réunion paroissiale. Do avec son porte-documents. Tous deux se déplaçant avec l'assurance répétée de personnes, qui croient détenir la position de force. Puis Lauren a vu Jenna sur le porche. Elle s'est arrêtée de marcher, juste 1 seconde, c'était à peine visible, mais je l'ai vue. Do l'a vue aussi, car il a brièvement posé une main sur son coude, et a dit quelque chose à voix basse. Lauren s'est ressaisie, et a continué à marcher. Jenna. Sa voix était chaleureuse. Travailler. Que fais-tu ici, ma chérie? Je me tiens aux côtés de mon père, a dit Jenna. Elle n'a pas bougé de sa place, à côté de ma chaise. Quelque chose a changé dans l'expression de Lauren. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé en retour, et je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence faire son œuvre. Nadine a ouvert la séance depuis la table du porche, où les dossiers d'Earl étaient disposés dans un ordre impeccable. Je vais présenter la documentation de manière systématique, Monsieur Do. Nous pourrons faire gagner du temps à tout le monde. Do s'est assis sur la chaise qu'Earl avait placée pour lui. Son visage était soigneusement neutre, le masque professionnel d'un homme qui faisait cela depuis assez longtemps, pour ne pas laisser transparaître ses réactions.
Mais il n'était plus l'homme qui avait conduit jusqu'à ma ferme, il y a 2 semaines, avec la démarche détendue de quelqu'un qui vient imposer ses conditions. Quelque chose s'était resserré en lui. Premier dossier, le transfert de propriété. Nadine a posé les 2 signatures, côte à côte. L'acte de renonciation, avec la version de Lorraine de mon nom, et une dissolution de partenariat, avec ma véritable signature. Ruth Forsythe, anciennement du bureau d'investigation du Kansas, a déposé un avis médico-légal écrit, confirmant que celles-ci ont été signées par 2 personnes différentes. L'avis est ci-joint. Doe a examiné les documents sans parler. Son stylo a bougé une fois sur son bloc-notes, puis s'est arrêté. Deuxième dossier, la piste financière. Nadine a parcouru la chronologie. Compte retraite liquidé 11 jours après mon départ, transféré sur un compte lié à Stuart Aldridge. Les registres de transactions, croisés avec les informations de compte publiquement disponibles de M. Aldridge, indiquent que les fonds ont été dirigés vers un compte, où M. Aldridge détient le pouvoir de signature. Les mains de Lorraine, croisées sur ses genoux, se sont crispées, un doigt a bougé contre l'autre. C'est tout. Troisième dossier, le rapport de personnes disparues et sa chronologie. Déposé 2h18 après le départ de M. Grimm. Nadine a précisé, le rapport décrit une crise de santé mentale, et a été utilisé pour autoriser l'accès d'urgence au compte. L'irrégularité de la procédure, plus précisément l'absence de toute évaluation médicale indépendante, requise par la loi du Kansas, sera un point central de notre contre-attaque. Doe a posé son stylo. Madame Grimm, a-t-il dit calmement, sans regarder Lorraine. Juste son nom, juste le poids de celui-ci. Quatrième dossier. Ma lettre notariée, datée du matin de mon départ. Nadine a lu 2 lignes à haute voix. Le reste, elle l'a fait glisser vers Doe. Il l'a lu. Sa mâchoire s'est contractée une fois. Puis Jenna s'est levée. Maman. Sa voix était ferme, d'une manière qui lui coûtait visiblement. J'ai besoin de te demander quelque chose, devant tout le monde ici, et j'ai besoin que tu me répondes honnêtement. Elle a fait une pause. Savais-tu que papa avait fait un test de paternité, avant de partir? Lorraine a regardé sa fille, avec une expression que je reconnaissais, de mes 31 ans de mariage. Le rassemblement des ressources, le calcul des angles, la décision sur la version de la vérité, qui était la plus facile à faire survivre. Jenna, c'est entre ton père et moi. Ça a cessé d'être seulement entre toi et lui, le jour où tu m'as fait signer une déclaration de témoin, que je ne comprenais pas entièrement, a répondu Jenna. Réponds à la question. Le silence sur le porche était total. Même le vent semblait se retenir. Lorraine m'a regardé. Quelque chose a bougé sur son visage. Pas de la culpabilité exactement, mais la reconnaissance que l'architecture qu'elle avait construite ne supportait plus le poids. Oui, a-t-elle dit. Je savais. Doe s'est levé immédiatement. Il a fermé son porte-document d'un clic précis, et a regardé Nadine. Maître Fowler, ma cliente et moi-même, allons devoir discuter des paramètres d'une résolution négociée. Je suggère que nous fassions une pause, et que nous nous revoyions dans la semaine. Bien sûr, a dit Nadine. Lorraine s'est levée. Elle a regardé Jenna une fois de plus, pas avec colère, mais avec quelque chose de plus ancien, et de plus difficile à nommer. Puis elle m'a regardé. Je n'aurais jamais pensé que tu te battrais, a-t-elle dit. Pas de la cruauté, juste la vérité. Je sais, ai-je dit. C'était ton erreur. Ils ont marché vers les voitures. Le moteur de Doe a démarré en premier. Lorraine est restée assise dans la sienne pendant près d'1 minute, avant de la démarrer, et de reculer lentement sur la route de gravier. Une fois la poussière retombée, le camion de Chad Grover a remonté l'allée. Il en est descendu, a regardé l'espace vide où se trouvaient les 2 voitures, et a haussé un sourcil. Comment ça s'est passé? Comme il le fallait, ai-je répondu. Il a hoché la tête une fois, satisfait, et est remonté dans son camion. Earl a rassemblé ses dossiers. Reed a passé un appel. Nadine tapait déjà sur son téléphone, et Jenna était assise sur les marches du Porsche, les coudes sur les genoux, regardant les collines du Tennessee, silencieuse et immobile. Je me suis assis à côté d'elle. Russ s'est installé entre nous. Elle l'a admis, a dit Jenna après un moment. Devant tout le monde.
C'est vrai. Je ne sais pas encore quoi faire de ça. Tu n'as pas besoin de le savoir aujourd'hui, ai-je dit. Elle m'a regardé. Est-ce que tu vas bien? La question a atterri là où je ne l'attendais pas. J'y ai réfléchi honnêtement. Ouais, ai-je dit. Je vais bien. L'accord a été conclu 9 semaines plus tard. Lorraine a tout rendu. Les bénéfices de la ferme du Kansas, le solde du compte retraite moins les frais de subsistance documentés, et une somme que Nadine avait négociée, en tant que restitution pour le faux dépôt de rapport de police. Le signalement pour fraude criminelle, auprès du bureau du procureur, a été retiré sous condition, sous réserve de conformité totale. Le nom de Stuart Aldridge est apparu, dans les documents de restitution financière, en tant que co-débiteur, ce qui, m'a-t-on dit, a causé un problème important dans sa vie professionnelle. Je n'ai pas poussé l'affaire plus loin. Ce n'était pas mon travail. Le révérend Whitmore m'a écrit une lettre, 2 pages, manuscrite, le genre de belle écriture soignée, qui appartient à un homme qui prend les mots au sérieux. Il disait qu'il avait été trompé, qu'il était profondément désolé du rôle que sa lettre avait joué, et qu'il avait parlé avec sa congrégation, de l'importance d'entendre les 2 versions, avant d'accorder le poids de l'institution, au récit d'une seule personne. J'ai répondu, je suis resté bref, j'ai dit que j'appréciais l'honnêteté, et que je ne lui en tenais pas rigueur. Et je le pensais. La banque, qui avait autorisé l'accès d'urgence au compte, sans la documentation médicale appropriée, a accepté un règlement à l'amiable hors tribunal. Le montant était modeste, mais le principe comptait plus que l'argent. Cliff Bass a conduit depuis le Kansas en mars. C'était la première fois que je le voyais, en 5 ans. Nous avons passé 2 jours à réparer la clôture, et à parler de choses sans importance, ce que font les vieux amis, quand ils ont traversé une épreuve, et qu'ils ont besoin d'en sortir, sans lui donner des proportions démesurées. Avant de reprendre la route pour rentrer chez lui, il m'a serré la main, et l'a gardé une seconde de plus que d'habitude. « Tu as de nouveau l'air d'être toi-même », a-t-il dit. « J'y arrive, lui ai-je dit. » Earl a eu 73 ans en avril. Jenna a organisé un dîner. Rien de sophistiqué, juste nous 4, à la table de ma cuisine, avec de la bonne nourriture et une meilleure compagnie. Elle a apporté une bouteille de whisky du Tennessee, et Earl a sorti un jeu de cartes, de la poche de sa veste. Et vers 22 heures, Reed avait perdu $11, et essayait de comprendre comment un vétéran du Vietnam de 73 ans, l'avait mis en pièces aussi méthodiquement. Earl n'a pas expliqué ses méthodes. Il s'est contenté de ramasser ses gains. Jenna et Reed se sont mariés en juin. La cérémonie s'est déroulée en plein air, dans un domaine à 2 heures au sud de Nashville, entouré par ce genre de verdure estivale, qui vous donne l'impression que le monde est bienveillant. On m'a donné une place au 2e rang, ce qui était la façon de Jenna, de me dire quelque chose, sans avoir à le prononcer. Nous n'étions pas revenus exactement là où nous étions. 5 ans de distance, ne s'effacent pas en une saison. Mais nous construisions quelque chose de nouveau, sur un terrain honnête. Et cela valait plus, que d'essayer de récupérer ce que les années avaient pris. Elle a dansé une fois avec Reed, et une fois sur un espace vide de la piste, dont j'ai compris qu'il était réservé à la version des choses qu'elle avait espérées, et qu'elle n'avait pas eues. Je l'ai regardée depuis ma chaise, et je n'ai pas détourné le regard. Quand la musique a ralenti, elle a traversé la piste, et m'a tendu la main. « Ne rends pas ça bizarre », a-t-elle dit. Alors, je ne l'ai pas fait. Nous avons dansé, pas longtemps, sans drame, juste un père et sa fille bougeant sur une chanson, dont je ne me rappelle même pas le nom, lors d'une soirée de juin, qui sentait l'herbe coupée et le beau temps. C'était suffisant. Août est arrivé, avec le genre de chaleur qui fait miroiter les collines du Tennessee. J'ai ajouté 2 autres contrats d'approvisionnement en céréales, j'ai embauché un ouvrier à temps partiel pour m'aider avec les tournées de livraison, et j'ai construit un nouveau hangar de stockage, sur le côté de la propriété. Russ a supervisé la construction, depuis un coin d'ombre sous le chêne, et n'a offert aucun commentaire utile. Un soir, alors que j'étais assis sur le porche, avec les lucioles s'élevant des champs, Earl s'est approché avec 2 tasses, et en a posé une devant moi, sans demander. Nous sommes restés assis là, dans ce silence familier, qui s'était construit entre nous, au fil des années de proximité, et avec cette confiance particulière, qui naît du fait d'avoir traversé ensemble une épreuve difficile. Je ne t'ai jamais remercié correctement, ai-je dit après un moment. Tu ne me dois pas de remerciements, a répondu Earl. Je sais que non. Je te les donne quand même.
Il est resté silencieux un moment. Tu aurais fait la même chose. J'ai regardé vers les champs. Les lucioles montaient et descendaient, de leur manière patiente et persistante. Ouais, ai-je dit. Je l'aurais fait.